À 33 ans, je n'aurais jamais imaginé que la maison pour laquelle j'avais tant travaillé me semblerait une cage. Quand Belle et moi avons emménagé, c'était censé être le début de quelque chose de sacré, notre vie à deux, un espace qui résonnait de possibilités, de rires, de projets chuchotés autour d'un café tard le soir. Mais maintenant, ces murs vibraient d'un bruit qui n'était pas le mien. Les trois sœurs de Belle sont devenues résidentes permanentes de ce qui était autrefois notre sanctuaire tranquille. Simone a emménagé la première après une rupture difficile. Puis Harper, après un épuisement professionnel, l'a poussée à démissionner. Noël était le dernier, disant que son bail était arrivé à échéance et qu'elle avait besoin d'une pause. Quelques semaines, promis. C'était il y a 11 mois. J'ai essayé d'être compréhensive. J'ai été élevée pour prendre soin de ceux qu'on aime, pour offrir sa maison comme un refuge, surtout quand les gens étaient dans la déprime. Mais ce n'était pas une saison. C'était une invasion. Je me suis retrouvé à marcher sur la pointe des pieds dans la maison comme une invitée. Impossible de laisser mes outils dans le couloir sans que Harper ne se plaigne. Il gâchait l'esthétique. Impossible même de regarder un match dans le salon sans que Simone me rappelle qu'elle utilisait cet espace pour écrire un journal intime. Noël était constamment affalée sur le canapé et les peignoirs de soie, telle une influenceuse Instagram attendant que la lumière lui tombe dessus. Malgré tout, j'essayais de maintenir la paix. Je payais les factures discrètement. Prêt immobilier, charges, Wi-Fi, j'avais même acheté un réfrigérateur plus grand parce qu'on avait besoin de plus d'espace. Chaque passage au magasin se transformait en virée shopping. Beurre d'amande, thés importés, fromage végétalien que personne ne finissait. Belle justifiait toujours ça. Ils guérissent. Ils ont besoin de temps. Et moi? Et les heures que je faisais au travail? Les déjeuners sautés, les heures supplémentaires pour ne pas prendre de retard. Mais si j'en parlais, soudain, c'était moi le méchant. Je me souviens d'être assise à table un soir. Les factures s'étalaient devant moi comme un rapport d'autopsie. Les chiffres ne mentaient pas. Nos dépenses avaient triplé depuis que les filles avaient emménagé, et mon salaire n'avait pas augmenté d'un iota. Mes mains tremblaient tandis que je tenais la calculatrice, essayant de comprendre comment j'étais dans le rouge malgré mes 6 jours de travail. J'étais devenu un portefeuille sur pattes. J'en ai parlé à Belle ce soir-là. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas accusé. J'ai simplement dit, il faut qu'on parle des dépenses. Ce n'est pas tenable. Elle leva à peine les yeux de son téléphone et murmura, c'est toi qui subviens aux besoins, ma belle. Tu l'as dit quand on s'est mariés. Je l'avais dit en me promettant, avec chaleur, convaincu que nos efforts seraient mutuels, qu'on construirait quelque chose ensemble. Je ne l'ai pas dit pour qu'elle puisse en faire une arme, comme un abonnement à vie à mon compte en banque. J'ai réessayé. Je n'en peux plus, Belle. Il pourrait peut-être contribuer un peu, même $50 par mois. Pour les courses, l'essence, quelque chose. Elle fronça les sourcils comme si je lui avais demandé d'expulser des orphelins. Leur famille. C'est aussi leur maison. Tu dois apprendre l'humilité. On est tous dans le même bateau. L'humilité. Le mot résonna comme une gifle. Comme si subvenir aux besoins de 5 adultes avec un seul salaire était de l'arrogance. Comme si ne pas vouloir m'endetter me rendait ingrate. Je me suis assise, abasourdie. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était le manque de respect. Le mépris total de mes besoins. L'attente silencieuse que je me contenterais de tenir. Donner jusqu'à craquer. Les sœurs ont commencé à partager le sentiment de Belle. Harper a demandé un jour, n'est-ce pas ça, être un homme? Tout en sirotant un latte à la lavande qu'elle n'avait pas payé. Simone a ajouté, tu as un toit, une voiture, un travail. Pourquoi se plaindre? Noël, qui n'avait pas travaillé un seul jour depuis son arrivée, m'a dit que je devais faire confiance à l'univers. Ce n'était pas l'univers qui payait notre facture d'eau. C'était moi. Chaque fois que j'ouvrais la bouche, je devenais la méchante. J'ai arrêté d'aborder le sujet des finances. J'ai arrêté de mentionner le chauffage en panne ou les réparations de voitures que j'avais reportées. J'ai juste subi. Je rentrais tard, je partais tôt, je me cachais dans ma chambre tandis que la maison bourdonnait de boutiques, de bougies parfumées et de tasses à café vides laissées sur chaque surface plane. Un soir, en rentrant, j'ai trouvé un mot sur le réfrigérateur. Il faut qu'on se réunisse en famille. Encore ce mot, famille. Je suis arrivé en m'attendant peut-être à une discussion,
à une préoccupation commune. Au lieu de cela, j'ai eu droit à une leçon. Belle était assise au bout de la table, entourée de ses sœurs comme un tribunal. On a l'impression que tu as perdu ton énergie, a-t-elle dit. On pense que tu devrais revoir ton attitude. Ils ont utilisé des mots comme taxe émotionnelle, toxicité masculine et protection de notre paix intérieure. Je suis restée assise là, hébétée, à fixer les femmes. J'avais logé, nourri et sacrifié, écoutant mes manques d'efforts. Ils ne parlaient ni d'argent, ni de travail, juste de mon manque de générosité spirituelle, comme ils disaient. J'ai mal dormi cette nuit-là, me tournant et me retournant sans cesse tandis que les rires résonnaient dans le salon. Quelqu'un avait commandé des sushis. Je n'avais pas dîné. Au matin, je me suis regardé dans le miroir et j'ai à peine reconnu l'homme qui me regardait. Le regard fatigué, les épaules lourdes, la mâchoire crispée comme si elle ne savait plus comment se détendre. Je ne savais pas alors à quel point j'étais proche d'être arraché à ma propre vie. Que ceux-là même pour qui je me sacrifiais préparaient une leçon d'humilité que je n'oublierai jamais. Mais quelque chose en moi avait déjà changé. Je n'avais simplement pas encore les mots pour ça. Tout ce que je savais, c'était ceci, j'étais le seul homme à la maison et, d'une certaine manière, je me sentais complètement seul. À l'époque où il n'y avait que Belle et moi, les choses étaient différentes. Nous étions associés. Elle travaillait à temps plein pour une association à but non lucratif. Je gérais la logistique. Pour une entreprise de chaîne d'approvisionnement. Et on se partageait tout, le loyer, les courses, les soirées en amoureux, jusqu'au dernier parfum. On riait d'être fauchés mais heureuses, on trouvait du bonheur dans les tartines grillées et on empruntait le Wi-Fi. Elle avait l'habitude de me coller la tête contre l'épaule après les longues journées de travail et de murmurer, tant qu'on est ensemble, on a assez. Je la croyais. Peut-être qu'elle y croyait aussi autrefois. Mais tout a changé quand ses sœurs ont emménagé. La première semaine, ça a semblé temporaire. On se serrait autour de notre minuscule table à manger, on partageait les horaires des toilettes, et j'ai même plaisanté sur le tourbillon d'énergie féminine dans lequel j'étais piégé. Mais les semaines se sont transformées en mois, et j'ai arrêté de rire. C'était comme regarder une lente fuite vider l'âme de notre maison. Harper, la sœur cadette avant-gardiste, transformait le salon en podium. Les livraisons de créateurs arrivaient 2 fois par semaine. Des cartons carrés estampillés de logos que je n'avais jamais entendus. Des sacs, des chaussures, des vestes que je ne la reverrai plus jamais porter. J'ai demandé un jour à Belle, est-ce qu'elle payait pour tout ça? Elle j'ai haussé les épaules. Harper est en train de comprendre. Pas de stress. Elle est en train de comprendre tout en faisant des photos sur mon balcon, en taguant des marqués des histoires comme si elle était une influenceuse. Pendant ce temps, j'étais en retard sur ma facture d'électricité parce que j'avais encore choisi de payer les courses de tout le monde. Simone était une autre forme de frustration. Elle était en pleine période de bien-être, comme elle disait. Rendez-vous quotidien au salon, Lombin qui monopolisait l'eau chaude, et boîtes de produits de soins encombrant toutes les étagères de la salle de bain. Un jour, je suis rentré et j'ai trouvé son visage enduit d'un masque doré, allongé dans mon peignoir avec un verre de vin que j'avais acheté. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas, a-t-elle dit avec un sourire qui supposait déjà que je n'avais pas le choix. Elle parlait comme si sa présence était une bénédiction, comme si sa présence dans la maison élevait les vibrations, ou un truc du genre. J'enjambais ces cristaux dans le couloir tous les matins, me demandant combien il en faudrait pour m'apporter la paix. Et puis il y avait Noël, le bébé de la bande. Fraîchement sortie d'une après une rupture, elle était apparemment allergique au travail. Elle passait ses journées affalée sur le canapé, à faire défiler TikTok et à commander à manger 3 fois par jour, comme si elle était la reine d'un petit royaume constitué de mon salaire. Sushi, smoothie, burger gourmet. Un jour, j'ai jeté un œil au ticket de caisse, $142 pour une salade. Elle ne l'a même pas fini. Je lui ai demandé d'utiliser les provisions que nous avions déjà. Sa réponse, je ne suis pas dans un état d'esprit pour cuisiner. La guérison émotionnelle n'a pas de prix. Apparemment, si. C'était $38,99 pour un pad thaï. J'ai vu le solde de notre compte en banque baisser chaque semaine. Ma carte de crédit a commencé à atteindre sa limite. Le compte joint que je partageais avec Belle est devenu un gouffre sans fond. Je flottais dans cette maison de 4 femmes adultes, chacune avec ses propres besoins, ses routines, ses luxes, et moi. J'ai porté la même paire de chaussures de travail jusqu'à ce que la SS me lâche.
J'ai sauté le déjeuner pour faire des courses plus vite, j'ai arrêté d'aller à la salle de sport parce que je ne pouvais pas justifier mon abonnement. Plus rien. Au début, je n'ai rien dit. Une partie de moi s'accrochait encore à l'espoir que ce soit temporaire, que Belle se réveillerait et réaliserait le poids que je portais seul. Mais un soir, je me suis assise et j'ai fait le calcul. J'ai rassemblé toutes nos dépenses, charges, courses, essence, abonnements et achats aléatoires sur Amazon. Je les ai comparés à mes revenus. Les chiffres ne mentaient pas. On perdait de l'argent et je me noyais tranquillement, souriant en le faisant, car personne d'autre ne semblait s'en soucier. Ce soir-là, au dîner, j'ai décidé de prendre enfin la parole. Nous étions tous à table, chose rare, compte tenu des emplois du temps capricieux de chacun. Simone revenait d'une lecture des chakras. Harper parcourait son téléphone en regardant des bottes en velours. Et Noël en était à la moitié de son deuxième bol du pape de la journée. Belle était assise à côté de moi, sirotant du vin rouge comme si c'était un mardi ordinaire. « Il faut que je vous parle à tous », ai-je dit en m'éclaircissant la gorge. Harper n'a pas levé les yeux. Simone a ajusté sa posture comme si elle se préparait pour une conférence TED. Noël a cligné des yeux. Vers moi, agacé d'avoir interrompu son émission. « Il faut réduire les dépenses, dis-je. J'ai tout payé, chaque facture, chaque repas, chaque livraison, et ça devient intenable. Je demande à chacun de contribuer, même si ce n'est que $100 par mois. Courses, charges, tout. » Le silence qui suivit fut pesant. Riel me regarda comme si je venais d'insulter ses ancêtres. « Tu parles sérieusement de ça comme si on était des profiteurs ?» J'avalai difficilement. « Non, je dis que je ne peux pas faire ça toute seule. Je demande de l'aide. » Simone leva les yeux au ciel. « Waouh. La masculinité toxique frappe encore. » « Quoi ?» Je clignai des yeux. « Tu ne supportes pas que des femmes fortes soient à l'aise dans ton espace. » Elle continua. « On ne demande pas le monde. Juste la sécurité pendant qu'on guérit. » Harper rit sèchement. « Tu devrais peut-être trouver un deuxième emploi au lieu de nous sermonner sur l'argent. » Noël, sans lever les yeux de son téléphone, marmonna. « L'argent va et vient, mais l'amour est éternel. » Je la fixai du regard. « Excusez-moi. » Elle me fit signe de partir. « Tu es négative. Ça perturbe l'ambiance. » Je regardai Belle de nouveau, plein d'espoir, la suppliant de me défendre pour voir ce qui se passait. Mais elle secoua lentement la tête. « Tu dois apprendre l'humilité. Tu n'es pas la seule à sacrifier ce mot encore une fois. L'humilité. » La première fois, ça avait sonné comme une douce leçon. Maintenant, ça ressemblait à une menace. Je me levai lentement. Mon appétit avait disparu. Mon sens de l'appartenance aussi. « Je n'essaie pas de me battre, dis-je doucement. J'essaie de survivre. » Belle se leva aussi, rassemblant ses assiettes comme si la conversation n'avait jamais eu lieu. « Alors peut-être devrais-tu réfléchir à pourquoi la survie te semble un fardeau. Peut-être que c'est toi le problème. » Je quittai la table sans un mot. Les murs de ma propre maison semblaient comme des étrangers qui se rapprochaient. Cette nuit-là, je restai éveillé, les yeux rivés au plafond, me demandant comment diable nous en étions arrivés là, me demandant quand l'amour était devenu une facture que je n'avais pas le droit de remettre en question. Je pensais qu'ils m'avaient entendu. Je pensais que peut-être nous allions enfin changer. Je ne savais pas qu'ils avaient déjà pris leur décision. J'étais assis à table, les paumes à plat sur le bois, une légère frustration palpitant dans mes poignets. Les femmes autour de moi, les soi-disant reines de ce château, riaient, buvaient et parcouraient les pages, insensibles au poids qui pesait sur mon dos depuis des mois. J'avais répété ce que je voulais dire une douzaine de fois dans ma tête. J'ajustais le ton, j'écourtais les mots, espérant trouver la version qui ne déclencherait pas de dispute. Mais peu importait. Aucune version de la vérité ne leur aurait été indifférente. « Il faut que je parle », dis-je d'une voix calme mais ferme. Soudain, l'atmosphère changea. Simone me regarda en haussant les sourcils, posant lentement sa fourchette comme si j'avais interrompu quelque chose de sacré. Harper continuait de siroter son vin, mais ses lèvres étaient déjà crispées par le jugement. Noël ne prit pas la peine de cacher son agacement. Elle soupira simplement et elle a interrompu son émission. Belle, ma femme, m'a regardé avec une prudence que je n'avais jamais vue auparavant,
comme si elle savait déjà ce que j'allais dire et avait choisi son camp avant même que j'ouvre la bouche. J'ai réfléchi aux finances, ai-je commencé. Et il faut qu'on change. Noël a immédiatement grogné. PFFF, on y va. Je l'ai ignoré et j'ai continué. Je suis la seule à travailler et ce n'est pas tenable. Les factures s'accumulent. Mes cartes de crédit sont pleines. Je ne peux pas continuer à tout payer. Il faut qu'on réduise les dépenses et j'ai besoin que chacun de vous commence à contribuer, même un petit peu. Belle s'est adossée à sa chaise, les bras croisés. Tu as dit que tu voulais subvenir aux besoins de cette famille, que tu étais faite pour ça. C'était avant que nous soyons 5 adultes vivant d'un seul salaire. J'ai répondu, on n'est plus que toi et moi. C'est devenu un mode de vie où je porte tout sur moi et je te dis que je suis en train de sombrer. Simone ricana. J'ai ironisé comme si je venais de dire un blasphème. S'enfoncer? Tu as un travail, une maison, une voiture. C'est quoi, au juste, être roi? Des dettes? Ai-je répondu sans détour. Le stress, l'épuisement. Je travaille 6 jours par semaine et je rentre toujours avec un frigo vide que j'ai rempli 3 jours plus tôt et des factures dont je ne parle jamais. Ce n'est pas juste. Harper rit. Puis un petit bruit glacial. Tu as l'air d'un martyr. Personne ne t'a forcé à être généreux. Tu as fait ça tout seul. Je n'essayais pas d'être un martyr, dis-je en serrant les dents. J'essayais d'être un mari, un soutien de famille, mais je n'ai pas accepté d'être exploité. Noël prit un ton mielleux et passif-agressif. L'argent va et vient, mais l'amour est éternel. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer. C'est facile à dire quand ce n'est pas ton argent qui part. J'ai tiré. De retour, plus brusque que prévu. Elle est restée bouche bée, mais j'ai continué. Si je continue comme ça, je vais tout perdre. Mes crédits sont déjà entamés. Je ne demande pas de miracle. Je demande du respect, une responsabilité partagée, de l'aide. Les yeux de Belle me brûlaient, la mâchoire serrée. On dirait que tu nous accuses. Je accuse la situation, dis-je en essayant de me maîtriser. Mais si tu vis dans la maison, que tu manges, que tu utilises les services publics et que tu ne contribues à rien, alors oui, tu devrais peut-être te sentir un peu coupable. Elle se leva. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es égoïste. Mon estomac se serra. Égoïste? Je me noie et tu me traites d'égoïste. Tu essaies de nous faire passer pour des fardeaux, s'exclama Simone. C'est de la manipulation émotionnelle. C'est des maths, dis-je. Pas de la manipulation. Tu vis ici. Tu coûtes de l'argent. Je ne veux pas que tu partes. Je veux du soutien. Tu devrais peut-être apprendre l'humilité, dit Belle. Les mots résonnèrent comme une gifle. Encore de l'humilité. Comme si j'étais un tyran orgueilleux exigeant trop alors que je n'avais fait que maintenir les lumières allumées. Cette phrase, censée enseigner, n'a fait qu'approfondir le trou dans ma poitrine. Impossible de raisonner avec des gens qui transformaient vos supplications en attaques. J'arrête de parler, ai-je finalement dit. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je me suis écarté de la table et je suis parti. Le poids de 4 marches me brûlait le dos. Je suis entré dans la chambre, j'ai fermé la porte et je me suis assis au bord du lit, les mains tremblantes. Le silence là-dedans me semblait plus sécurisant que le bruit extérieur. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. J'étais trop abasourdi, trop déçu. 1 heure plus tard, Belle est entrée. J'ai levé les yeux, espérant une seconde qu'elle m'avait entendu. Vraiment entendu. Mais son visage était froid. Résigné. On se parlera plus tard, a-t-elle dit. Mais tu devrais sérieusement changer de ton la prochaine fois. Puis elle s'est retournée et est partie. J'ai dormi d'un sommeil agité. J'ai rêvé de me noyer sous les factures et les voix qui. Je m'en fichais. Je me suis réveillé en me sentant encore plus mal qu'au moment de m'endormir. Mais je me suis quand même levé, j'ai enfilé mon uniforme et je suis allé travailler, parce que c'est ce que je faisais. C'est ce que j'avais toujours fait. Le lendemain, j'ai ramené des courses. J'ai fait le plein. J'ai payé l'électricité. Personne n'a dit merci. Personne n'a demandé comment j'allais. La table était à nouveau chaude, mais pas pour moi. Il riait et bavardait comme si la conversation de la veille n'avait jamais eu lieu. J'étais invisible. J'étais fatigué,
Mais je ne m'attendais toujours pas à ce qui allait se passer. En rentrant le lendemain soir, j'ai remarqué que quelque chose clochait. Ma clé était coincée dans la serrure. Je l'ai secouée, confuse, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, mais elle ne tournait pas. J'ai réessayé plus lentement. Rien. Mon estomac s'est noué. J'ai baissé les yeux. Un sac gratuit était posé sur le porche. Mon sac de sport, une boîte avec mon nom écrit dessus au marqueur indélébile et une enveloppe Kraft collée à la porte. Je me suis approché, le cœur battant, j'ai retiré le mot et j'ai lu les mots. Écrit avec l'écriture si caractéristique de Belle. Réfléchis à tes actes. Reviens quand tu seras prêt à soutenir cette famille sans condition. Je n'ai même pas essayé de frapper. Je suis resté là un moment, abasourdi. Mon souffle oscillait entre incrédulité et rage. Derrière les murs, j'avais payé. J'entendais des rires, des assiettes qui s'entrechoquaient, ma maison bourdonnait sans moi. J'ai regardé à nouveau le mot, puis la maison, puis mes affaires, et tout ce que je pouvais faire, c'était m'asseoir sur les marches, la tête entre les mains, me demandant comment l'amour était devenu si laid, comment l'affection s'était transformée en exil. J'ai osé parler, et ils ont appelé ça une trahison. Quand je suis arrivé dans l'allée ce soir-là, le soleil était suffisamment bas pour laisser des traînées dorées sur le toit que j'avais payé. Je me souviens avoir attrapé le sac à emporter que j'avais pris sur le siège passager. Le pad thaï préféré de Belle. Très épicé. Sans cacahuètes. Même après la tension de la veille, je me suis dit que la nourriture pourrait peut-être adoucir les angles. Peut-être qu'on pourrait parler à nouveau. Peut-être que je serais enfin entendu. J'étais épuisé, mais une partie de moi s'accrochait encore à l'idée que la raison pourrait nous ramener à la raison. Mais quand je me suis approché de la porte d'entrée et que j'ai glissé ma clé dans la serrure, elle s'est coincée. J'ai cligné des yeux, je l'ai retirée, j'ai réessayé, plus lentement cette fois. Elle ne tournait pas. J'ai froncé les sourcils, pensant que quelque chose était peut-être coincé. Je me suis penché, plissant les yeux vers la serrure, et c'est là que j'ai remarqué la fine couche de vernis neuf sur le métal. Mon cœur a commencé à s'emballer. J'ai réessayé, les deux mains s'agitant et se tordant comme si je pouvais la forcer avec persévérance, mais rien n'a cédé. La porte avait été recléée. J'ai reculé et mes yeux sont tombés sur le porche. C'est là que je les ai vus. 3 sacs de sport, le mien, ma sacoche d'ordinateur, une poubelle en plastique avec mon nom scotché dessus au marqueur noir épais. Par-dessus le tout, soigneusement plié, se trouvait le sweat à capuche que je portais lors de notre premier rendez-vous. Et au centre de la porte, scotché au-dessus du courrier. Dans la fente, il y avait une enveloppe. Pas de timbre, juste mon nom écrit dessus. Je l'ai déchirée, les doigts engourdis. Je l'ai ouverte. Lis, réfléchis à tes actions. Reviens quand tu seras prête à soutenir cette famille sans condition. Pas de signature, pas d'amour, Belle, juste cette ligne plate et dédaigneuse. Je suis resté là, abasourdi, pendant ce qui m'a semblé durer 10 bonnes minutes. Le sac à emporter était toujours dans ma main. J'entendais une faible musique à l'intérieur. Quelqu'un riait, probablement Simone, peut-être Noël. La fenêtre de la cuisine était éclairée. Les stores étaient juste assez baissés pour cacher l'intérieur. La maison pour laquelle j'avais payé, travaillé, saigné et m'était mordu, était fermée à moi comme si je n'y étais jamais allé. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas crié. J'ai juste posé la nourriture à côté des sacs et me suis assise sur les marches du porche, essayant de réaliser à quel point j'avais été effacé calmement et complètement. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était une trahison servie avec une pointe de condescendance. Il n'avait même pas eu la décence de me confronter. À affronter. Pas de cris, pas de dispute dramatique, juste un silence suivi d'un coup d'état discret. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un texto à Belle. Moi, tu es sérieuse? Pas de réponse. Moi, tu m'as vraiment enfermé dehors. Lis. Pas de réponse. J'ai appelé. Ça a sonné 2 fois, puis je suis tombé sur la messagerie. J'ai réessayé, directement sur la messagerie. J'avais froid partout. L'humiliation me remontait le long du dos. Lourde et brûlante comme de l'acide. Que avais-je fait? Parler? Demander justice? C'était ça le crime? Ça suffisait à faire de moi l'outsider de ma propre vie? Finalement, j'ai chargé les sacs dans mon coffre et je suis resté assise au volant un long moment,
à regarder la maison à travers le pare-brise. La lumière du Porsche s'est allumée comme une horloge, automatique, immuable. J'ai conduit sans destination. Je suis passé devant la station-service où Belle avait l'habitude de grignoter avant les soirées cinéma. La boulangerie pour laquelle elle m'avait fait traverser la ville pour son anniversaire. Chaque recoin de cette ville gardait un fantôme de nous, et chacun murmurait un nouveau genre de « j'ai été blessé ». J'ai atterri sur le parking d'un centre commercial vers 22h45. Le moteur était coupé, l'air était encore chaud et la radio bourdonnait d'un léger grésillement. J'ai incliné le siège et fixé le plafond de ma voiture. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Pas encore. J'étais trop engourdi. Mais la nuit suivante, j'ai craqué. J'avais passé la journée garée devant une salle de sport ouverte 24h24, utilisant les toilettes pour me nettoyer, me brossant les dents dans un lavabo qui sentait l'eau de javel et la sueur. Je parcourais de vieilles photos tout en mangeant un sandwich au distributeur. Sur chaque photo, je me voyais sourire, inconscient de ce qui allait arriver. À 2h du matin, j'ai sangloté dans mon volant. Sans retenue, juste ce chagrin primaire et hideux qui s'est déversé en moi comme si je me purgeais d'un poison. J'ai hurlé dans le silence de ma voiture, j'ai frappé du poing contre le tableau de bord, j'ai laissé tout le poids s'effondrer sur moi d'un coup. J'étais censé être l'homme de la situation. Maison, protecteur, soutien de famille, mari. Au lieu de cela, j'étais un homme sans domicile fixe ni personne à appeler. La troisième nuit, j'étais en colère. Chaque instant se repassait dans ma tête comme un aperçu de ma propre stupidité. Chaque cadeau que j'avais acheté, chaque facture que j'avais payée, chaque fois que j'avais laissé passer leurs commentaires, chaque pique passive-agressive que j'avais ravalée au lieu de les repousser. J'imaginais faire irruption dans cette maison et exiger des réponses. Mais la colère n'était pas productive. Elle ne faisait que me brûler. La quatrième nuit, quelque chose s'est brisé. Et ce n'était pas le désespoir. C'était autre chose. Quelque chose de plus discret. L'acceptation. La vérité m'a soudain frappé. Il ne voulait pas de partenaire. Il voulait un domestique avec un salaire. J'essayais de réparer quelque chose qui ne voulait pas l'être. J'avais imploré la justice de ceux qui croyaient que tout leur était dû. Je n'ai pas été expulsé par cruauté. J'ai été expulsé parce que j'ai refusé de continuer à jouer leur jeu. Ce soir-là, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Jonah. Nous en avons pas beaucoup parlé l'année dernière. Vie, travail, mariage. Mais c'était le genre d'ami à qui on n'a pas besoin de se présenter à nouveau. Dis donc, dis-je, quand il a décroché, il l'a entendu dans ma voix. Que s'est-il passé? Je lui ai tout raconté, chaque détail, chaque coupure. Il ne m'a pas interrompu. Il a juste écouté. Laisse-moi me défouler jusqu'à ce que les mots soient à sec. Après une pause, il a dit, tu te rends compte qu'ils viennent de te libérer, hein? J'ai cligné des yeux. Quoi? Ils ne t'ont pas enfermé dehors, mec. Ils t'ont débloqué. Tu étais coincé. Maintenant, tu ne le es plus. C'est un cadeau. Je ne savais pas comment répondre. Pas tout de suite. Mais quelque chose dans ces paroles s'est ancré au plus profond de moi. J'avais supplié qu'on m'assoie à une table où j'avais déjà payé l'addition et où je n'étais toujours pas servi. Maintenant, j'étais libre. Je n'avais pas encore de plan. Mais j'avais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Une étincelle. Et parfois, une étincelle suffit à tout détruire. Le premier soir, j'ai dormi dans ma voiture, je me suis dit que ce n'était que temporaire. Juste le temps que Belle reprenne ses esprits. Juste le temps que quelqu'un dans cette maison, quelqu'un que j'avais nourri, avec qui j'avais ri, aimé, réalise à quel point c'était insensé d'enfermer un homme hors de la maison qu'il avait payée. Je me suis garé près d'un parc où je courais avant tout ça. J'ai incliné mon siège, enfilé un vieux sweat à capuche sur ma poitrine et essayé de me reposer. Mais le sommeil n'a pas été facile à trouver, la banquette arrière tenant mes vêtements et mon cœur noué par la confusion et la rage. Je me suis réveillé avec de la condensation sur les vitres et une crampe dans la nuque, comme si elle avait été coulée dans du béton. Je me suis étiré lentement, avec précaution, comme un homme 2 fois plus âgé. Mon téléphone avait 3% de batterie, et je l'utilisais pour parcourir nos vieux messages, les bonjours de Belle, les selfies de son bureau, les phrases aguicheuses qu'elle m'envoyait quand je restais tard au travail. Plus rien ne me semblait réel. Ces mots appartenaient à une autre version d'elle.
Une version qui elle avait disparu quelque part entre l'emménagement de ses sœurs et le moment où ma dignité avait été balancée sur le porche. La deuxième nuit fut plus difficile. Il pleuvait. Une pluie froide et sale qui crépitait sur le pare-brise comme un rappel tic-tac de ma chute. J'ai pleuré cette nuit-là. Pas fort, pas incontrôlable, mais des larmes régulières et silencieuses qui coulaient sans permission. Mon lit me manquait. Les douches chaudes me manquaient. L'illusion d'être aimé, que ce que je donnais signifiait quelque chose, que, chez moi, était un mot qui me correspondait encore. La troisième nuit, la tristesse s'était tarie et quelque chose de plus cruel s'était installé à sa place. La colère, pas celle qui explose, celle qui vous enserre la poitrine comme une pierre et vous empoisonne chaque respiration. J'ai revu chaque instant. Les nuits où j'ai payé des plats à emporter pendant que Noël se plaignait que les sushis n'étaient pas assez authentiques. Les matins où j'ai rangé après que Simone ait remarqué un chaos dans la salle de bain. Les samedis où Harper empruntait la voiture pour chercher du travail, mais revenait avec des talons neufs. Et Belle, Dieu sait comme elle tout avait changé. Comment elle les avait laissés la transformer en quelqu'un capable de me regarder dans les yeux et de me dire, tu dois apprendre l'humilité, comme si je ne m'étais pas déjà plié en poussière pour elle. Mais le quatrième soir, quelque chose a changé. J'étais garé devant une vieille salle de sport près de la sortie de la ville. C'était calme, faiblement éclairé et heureusement vide. Assis au volant, les vitres entr'ouvertes juste assez pour laisser entrer l'air, je pensais à ma vie. Ma vie. Pas celle que je finançais pour eux. Pas l'homme qu'ils avaient réduit à un portefeuille avec un pouls, mais le garçon que j'étais. L'homme que je me suis battu pour devenir. Les valeurs que j'avais avant étaient enfouies dans leurs attentes. C'est alors que j'ai appelé Jonah. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Groggy. Et, il est tard. Je sais, ai-je dit. Ma voix était sèche, presque sèche. J'ai besoin d'un service. Que se passe-t-il, demanda-t-il, déjà plus alerte. Je n'ai pas essayé d'édulcorer. Je lui ai tout raconté. Le verrouillage, les sacs sur le porche, le mot, le silence. Je lui ai parlé des nuits froides, de la colère grandissante, de la façon dont les mots de Belle résonnaient encore dans ma tête comme un verdict que je n'avais jamais accepté. Il ne m'a pas interrompu. Il m'a juste laissé me vider. Quand j'ai enfin arrêté de parler, il est resté silencieux un instant, puis a dit quelque chose qui m'a fait l'effet d'un coup de poing. Tu te rends compte qu'ils t'ont juste libéré, hein? J'ai cligné des yeux. Quoi? Ils ne t'ont pas mis dehors, mec. Ils t'ont libéré. Tu soutenais une foutue maison sur ton dos pendant qu'ils la décoraient. Ce mot sur la porte, c'était ta lettre d'émancipation. J'aurais voulu discuter, mais je n'y arrivais pas. Au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Je n'avais pas vécu. J'avais survécu, travaillant pour alimenter un système qui ne faisait que m'épuiser davantage. Je faisais tout pour des gens qui ne voulaient même pas me rencontrer à mi-chemin. Peut-être qu'être exclu n'était pas une punition. Peut-être que c'était la réponse la plus claire que j'allais jamais recevoir. Jonah n'a pas hésité. Viens dormir ici. J'ai un canapé-lit et des serviettes propres. Je suis allé chez lui ce soir-là, 30 minutes à travers des rues presque désertes. En entrant dans son appartement, petit, un peu en désordre, mais chaleureux, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. La paix. Pas de réconfort, pas de joie, mais la paix. C'était un début. Nous sommes restés assis sur le canapé pendant des heures. J'ai parlé. Il a écouté. Puis il a parlé et j'ai réalisé à quel point j'avais manqué une vraie conversation. Pas de pic caché, pas de jugement enrobé de phrases moralisatrices, juste de l'honnêteté, de la clarté, de l'humanité. Il m'a servi un verre et m'a dit, « Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste regardé autour de moi. Vraiment? J'ai regardé autour de moi, l'espace qui n'exigeait rien de moi. Le silence qui ne me criait pas mes échecs. Je crois que je vois enfin ce que je ne pouvais pas voir avant. J'ai dit qu'ils ne m'aimaient pas. Pas comme j'avais besoin d'être aimé. Ils ont adoré ce que j'ai fait, ce que j'ai donné, mon silence, la façon dont je ne les ai jamais mis mal à l'aise avec la vérité. Jonah a hoché la tête lentement. Alors, qu'est-ce que tu vas faire de ça? J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application bancaire, transféré mon salaire sur un nouveau compte privé, appelé la banque pour bloquer le compte commun. Après tout, il était toujours à mon nom. Chaque dépôt, chaque retrait.
Mon argent avait servi à une œuvre caritative unilatérale pendant assez longtemps. J'en avais assez de jouer les bienfaiteurs pour des gens qui ne me voyaient que comme utile jusqu'à ce que je cesse d'être aimable. J'ai consulté les informations du prêt hypothécaire. J'ai vendu l'emprunteur. J'avais payé l'acompte. J'ai signé chaque pointillé. Le nom de Belle n'a jamais été ajouté à l'acte. Non pas que je ne lui fasse pas confiance, mais parce qu'elle avait dit, peu importe. Ce qui est à moi est à toi. Cette phrase me piquait maintenant comme la chute d'une blague cruelle. Ensuite, j'ai dit à Jonah, j'appelle mon avocat parce qu'ils ne m'ont pas simplement enfermé dehors. Ils ont déclaré la guerre à la mauvaise personne. Je n'étais pas sans abri. Je n'étais pas perdu. J'étais réveillé. Et ils n'avaient aucune idée de la tempête à laquelle ils venaient de donner les clés. Le lendemain matin, je me suis réveillé sur le canapé-lit de Jonah. Au son de la circulation urbaine qui ronronnait en contrebas de l'appartement. Le soleil filtrait à travers les stores, traçant des ombres au plafond comme autant de rappels discrets que le temps ne s'était pas arrêté, même si mon monde, si. Mon corps me faisait mal, non pas à cause du canapé, mais à cause de tout le reste. La trahison, le poids du silence, la lutte constante pour survivre dans une maison qui n'avait jamais vraiment été la mienne. Mais quelque chose avait changé du jour au lendemain. Je ne me sentais plus brisé. Je me sentais résolu. Je me suis redressé lentement, me suis passé une main sur le visage et j'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. Toujours pas de SMS de Belle. Pas d'appel manqué, juste le silence, pas même une réponse à la note, réfléchis à tes actions. Pendant un instant, je me suis demandé si elle pensait que j'allais mendier à ce moment-là, attendant dehors, la queue baissée, désespéré de retrouver une vie qui m'épuisait. Mais je n'étais plus cet homme. À 9 heures du matin, j'étais douché, habillé et prêt. Non pas pour le travail, mais pour quelque chose de bien plus important. J'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis d'abord connecté au compte bancaire commun. Chaque fois que j'avais fait cela au cours de l'année écoulée, c'était pour évaluer à quel point nous étions tombés, à quelle vitesse l'argent était dépensé. Mais cette fois, j'avais un plan. La première étape, geler le compte. Il était à moi. Chaque chèque de paie qui y atterrissait, chaque prélèvement automatique qui en partait. Belle y avait accès, mais pas la propriété. J'ai changé le mot de passe, supprimé l'accès automatique et programmé le virement final sur un nouveau compte privé que j'avais ouvert la veille. C'était comme refermer une plaie. Pour la première fois depuis des années, mon argent n'avait d'autre choix que de me revenir. La deuxième étape, contacter la société de crédit immobilier. Au début, j'étais nerveux, craignant qu'ils ne demandent une autorisation conjointe ou qu'une clause des documents ne me surprenne. Mais en remontant les documents originaux, je me suis rendu compte que Belle avait visiblement oublié quelque chose, j'étais le seul emprunteur. Son nom ne figurait sur rien. Ni sur l'acte de propriété, ni sur le prêt, ni même sur la police d'assurance. J'ai composé le numéro et attendu. Après 3 brefs bips, un représentant du service client a décroché, joyeux et inconscient de la tempête qui grondait à mon bout du fil. « Bonjour, je voudrais mettre à jour les informations de mon compte, ai-je dit. »« Bien sûr, monsieur. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? » ?»« Je dois modifier l'adresse postale enregistrée, dis-je en leur donnant l'appartement de Jonah pour l'instant. Et je veux m'assurer que toutes les communications passent exclusivement par moi. Aucun contact supplémentaire n'est autorisé. Compris. Souhaitez-vous supprimer les contacts précédents ? Il ne devrait pas y en avoir. Assurez-vous simplement que je sois le seul point de contact à l'avenir. Elle marqua une pause, puis confirma. Oui, monsieur, vous êtes bien l'unique emprunteur. Nous allons mettre à jour vos préférences. J'ai raccroché, expiré et fixé l'écran. Cette maison, celle qu'ils avaient transformée en hôtel, spa, centre commercial, était légalement et financièrement la mienne, pas la leur. Ils étaient, au sens juridique du terme, des squatteurs bénéficiant d'un traitement de faveur. Et maintenant, c'était fini. J'ai ensuite appelé mon avocat. J'avais rencontré monsieur Dalla 3 ans auparavant, lorsque j'avais acheté la maison. Il était calme, méticuleux et peu enclin aux conversations inutiles, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. Monsieur me salua-t-il. À quoi me vaut ce plaisir ? Je dois discuter d'une situation d'occupation illégale, dis-je. Cela concerne mes locataires et 4 personnes qui y résident actuellement sans aucun statut légal. Je l'entendis presque hausser un sourcil. Allez-y,
j'ai expliqué la situation en détail, comment j'avais été exclu, qu'aucune des femmes n'avait de lien légal avec la propriété, comment j'avais continué à assumer toutes les responsabilités financières jusqu'à cette semaine. Il ne m'a pas interrompu, s'est contenté d'écouter, a pris des notes, et a finalement dit, vous avez plusieurs options. En fait, nous pouvons commencer par une mise en demeure d'occupation illégale. Ensuite, nous passons à une mise en demeure avec preuve de contribution financière et de propriété exclusive. C'est très simple. Puis-je reprendre mes biens? Si vous pouvez prouver la propriété et leurs biens meubles, oui, mais documentez tout. Photos, reçus, estimation si nécessaire. Terminé. J'ai programmé une mise en demeure pour la semaine suivante. Je leur accorderai quelques jours, non par gentillesse, mais par courtoisie. Qu'ils restent assis dans cette maison et pensent que le silence est synonyme de victoire. Qu'ils publient des selfies, organisent des brunchs, allument de l'encens et parlent de vibrations en trempant dans l'eau. J'ai payé le chauffage. Pendant qu'ils jouaient aux dames, je reconquérais mon royaume. Le reste de la journée, j'ai rassemblé tous les reçus que j'ai pu trouver, meubles, appareils électroniques, électroménagers, machines à laver et sèche-linge. Même ce satané coussin que Simone prétendait ajouter de la texture. Tout portait mon nom, ma carte, mon travail. J'ai loué un garde-meuble dans l'ouest de la ville et engagé 2 déménageurs professionnels. J'y arriverai bientôt, discrètement, légalement, et avec tout le calme qui me restait. Pas de cris, pas de discours de vengeance, juste des conséquences. Ce soir-là, Jonah m'a tendu une bière fraîche alors que nous étions assis sur son balcon. « Tu as l'air différent », a-t-il dit. « Je me sens différent. » Comme quoi? Comme si j'avais enfin arrêté de supplier d'être aimé par des gens qui ne me respectaient que lorsque je me taisais. Il hocha la tête. C'est lourd. C'est aussi libérateur. J'ai contemplé l'horizon, les bâtiments empilés comme des boîtes à souvenirs, chacun rempli de ses propres histoires. Quelque part au milieu de cette jungle de béton se trouvait la maison où j'avais rêvé de vieillir. Maintenant, ce n'était plus qu'une structure, des murs et des fils. L'âme avait disparu bien avant qu'il ne me chasse. Je refusais simplement de l'admettre. Je ne consultais plus mon téléphone pour voir les messages de Belle. Le silence me convenait, car je n'attendais plus. Je déménageais et il ne me verrait pas venir. La matinée du déménagement commençait dans le calme. Pas de musique dramatique, pas de monologue intérieur empli d'une fureur vertueuse, juste la lumière du soleil filtrée à travers les stores de la chambre d'amis de Jonah et le doux bourdonnement de l'alarme de mon téléphone. Je l'ai éteint sans hésiter. Aujourd'hui, il n'était pas question d'émotion. Il était question de clarté, d'exécution et de reconquête de ce qui m'appartenait. J'avais mis une simple chemise noire et un jean. Rien de tapas à accent grave-l'œil, juste assez résistant pour être porté. J'ai retrouvé les déménageurs devant leur camion à 10 heures précises. Tu sais ce qui t'appartient, a demandé l'un d'eux, presse-papier à la main, en mâchonnant le capuchon d'un stylo. J'ai hoché la tête en feuilletant une liste imprimée que j'avais organisée par pièce. Tout ce qui figure sur cette feuille a été payé par moi et figure dans la déclaration sous serment. Je vous donnerai les instructions au fur et à mesure. On a 2 heures, peut-être moins. Ils ne rentreront pas avant midi. Ils n'ont pas posé de questions. Ils n'étaient pas engagés pour comprendre la situation. Ils étaient là pour déplacer des meubles, pour enrouler les tapis que j'avais achetés avec une prime de Noël. Belle, ne me remercie jamais d'avoir dévissé la télé que j'avais montée après une longue journée de travail pendant que Simone enregistrait une vidéo intitulée « Comment protéger votre aura des basses vibrations ». Nous sommes arrivés à la maison vers 10h15. De l'extérieur, elle était la même. Le perron où je laissais des mots pour les anniversaires. Les parterres de fleurs que j'avais plantés avec Belle au printemps. Tout cela ressemblait maintenant à un décor pour une vie qui ne me convenait plus. J'ai déverrouillé la porte, non pas avec une clé, mais avec l'aide de l'agent qui m'accompagnait. Mon avocat avait déjà déposé la mise en demeure, signifiée 2 jours plus tôt. Ils étaient légalement informés, et pourtant, ils m'ont sous-estimé. La porte s'est ouverte dans un grincement familier. La maison sentait la lavande et le droit acquis. Des bougies vacillaient sur le plan de travail de la cuisine. Un bol azé à moitié mangé était posé sur la table basse, à côté d'un MacBook que j'avais acheté l'année dernière pour le lancement de l'entreprise de Noël, qui n'a jamais été lancé. J'ai pris une inspiration et suis entré. Les déménageurs m'ont suivi. J'ai désigné le canapé d'angle, bleu marine, ferme, style milieu de siècle.
mon choix à venir. Puis la table à manger. Le mien. Les chaises aussi. Le chariot de bar. Le lampadaire. Le miroir au-dessus de la cheminée. Le lit king size avec son cadre importé, le mien. Au début, cela semblait mécanique, juste professionnel. Mais à mesure que je passais d'une pièce à l'autre, j'ai commencé à réaliser. Chaque objet avait un souvenir, une histoire, un reçu à mon nom, et pas un seul n'était accompagné de gratitude. Je suis passé devant les cristaux et les coussins de méditation de Simone, devant le portant à vêtements débordants d'Harper dans le bureau, devant la coiffeuse de Noël, où mes cartes étaient encore enregistrées sur son compte Sephora. Ils avaient transformé chaque recoin de cette maison en leur terrain de jeu personnel, une boutique de luxe d'emprunt, mais aucun d'eux n'avait levé le petit doigt pour la payer. Un des déménageurs m'a fait signe d'en haut. On avait une question sur le placard. Cette commode est à toi. J'ai grimpé et j'ai jeté un coup d'œil. C'était le côté du placard de Belle, mais la commode achetée avec mon chèque de prime l'année de notre mariage. Je m'en souvenais parfaitement car elle avait pleuré quand je l'avais surprise avec, prétendant que personne n'avait jamais vu ses besoins comme moi. C'est à moi, dis-je d'une voix ferme. Prends-le. De retour en bas, l'agent resta près de la porte, les bras croisés, impassible. Mon avocate n'était pas loin, triant les photos, confirmant la propriété des objets. Tout était aligné, impeccable, propre, incontestable. À 11h05, les camions étaient presque pleins. Debout dans la cuisine, je contemplais le squelette de ce qui était autrefois un espace partagé. La maison n'était pas encore vide, mais elle semblait creuse. À chaque carton enlevé, à chaque objet réclamé, l'illusion qu'ils avaient construite s'effondrait encore davantage. Puis j'entendis un bruit de talons sur le trottoir. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Belle entra la première, flanquée de Simone et Harper. Noël suivait, son téléphone à la main, déjà en train d'enregistrer. Le brunch avait dû se terminer tôt. Qu'est-ce que c'est que ça? Belle ouvrit grand les yeux en admirant la scène. Je ne bronchais pas. Je me tournai vers elle calmement. Je récupère ce que j'ai payé. Tu ne peux pas prendre nos affaires comme ça. Simone hurlait je en avançant. Ce n'est pas à toi, dis-je. C'est à moi. Vérifie les reçus. Tout est documenté. Harper sortit son téléphone. On appelle la police. Tu es libre de le faire, dis-je en désignant l'agent en uniforme à côté de moi. Ou tu peux parler à mon avocat. La bouche de Belle s'ouvrit, puis se referma. Son regard allait et venait entre l'agent et les camions de déménagement. Tu es déraisonnable. On te laissait de l'espace. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Je haussai un sourcil. Tu m'as laissé de l'espace. Tu m'as enfermé dehors et tu as laissé un mot comme si j'étais une stagiaire en difficulté. Tu n'as rien demandé. Tu as décidé. C'est moi qui fais pareil. Noël pleurait comme si elle était sous cul. Tu nous abandonnes, tout simplement. Je ris sous cape, non pas d'humour, mais d'incrédulité. Abandonné? Tu m'as mise dehors. J'ai demandé de l'aide. Tu m'as jeté. Tu voulais m'apprendre l'humilité. Félicitations. Leçon apprise. Simone traversa ses bras. Alors, c'est la vengeance. Non, dis-je en m'approchant. C'est la guérison. Il y a une différence. Le visage de Belle s'est légèrement effondré, sa voix a baissé. On peut en parler. On peut arranger ça. Je secouai lentement la tête. Tu n'as pas le droit de faire des offres maintenant. Tu as fait ton choix en choisissant le confort plutôt que le partenariat. En laissant le sentiment de droit parler plus fort que l'amour. Les déménageurs ont emporté les derniers objets. Je me tournai vers l'agent et hochai la tête. C'est fini. En sortant, je me retournai une seule fois. Les femmes se tenaient dans le salon, encadrées par la porte comme un tableau d'incrédulité et de regret. Mais je ne m'attardai pas. Je ne me radoucis pas. Certains adieux n'ont pas besoin de mots. Certaines fins n'ont pas besoin de claquer les portes. Elles ont juste besoin de clarté. Et j'en avais plus qu'assez maintenant. Ça aurait dû se terminer avec le déménagement. Ça aurait dû se terminer avec la vue de mes affaires s'envolant dans 2 camions, tandis que les femmes qui contrôlaient autrefois le récit se tenaient dans un silence stupéfait. Mais avec des gens comme eux, des gens qui confondent confort et droit, qui considèrent la générosité comme une évidence,
ça ne s'arrête jamais tranquillement. Il ne s'attendait pas à ce que j'agisse. Il ne s'attendait pas à ce que mes paroles soient suivies d'une stratégie. Pendant des années, j'ai joué le pourvoyeur discret, le béni oui-oui, celui qui résolvait les problèmes sans en créer. Mais cette version de moi, celle qui a appris à respirer sans mendier de l'air, ils ne l'ont pas vu venir. Et maintenant, j'étais dans mon pouvoir et ils se démenaient. Tout a commencé le lendemain matin. Je prenais un café à la table de la cuisine de Jonah quand j'ai reçu le premier texto de Belle. Belle, on peut se parler en personne? Juste toi et moi. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé le message sans le lire, mais je l'ai bien reçu. Moins d'une heure plus tard, un autre est arrivé, plus urgent cette fois. Riel, je crois que nous réagissons tous les deux avec douleur. Il faut qu'on en parle comme des adultes. Ce n'est pas ce que je voulais. Elle ne comprenait toujours pas. Elle pensait que c'était une dispute dont on pourrait revenir. Comme si on s'était enfermé. Votre mari a quitté sa propre maison juste sur le coup de la tête. Comme si enseigner l'humilité à quelqu'un par l'exil était une période difficile pour un couple. Mais je ne réagissais pas. Je répondais avec des limites, avec clarté et un calme qui les déstabilisait bien plus que des cris. Le message suivant ne venait pas d'elle. Simone, waouh, tu es vraiment dans ton arc de méchante, hein? J'espère que le canapé sur lequel tu es allongé est confortable. Celui-là m'a fait rire parce que Simone n'a jamais su assumer quoi que ce soit. Elle pensait que le sarcasme mordant me ferait honte et me ramènerait au silence. Mais j'avais fait ma mue. J'en avais assez d'avoir honte de vouloir un équilibre. J'en avais assez de me sentir coupable de demander à des adultes de contribuer à un foyer qu'ils vidaient. Plus tard dans l'après-midi, je suis repassé une dernière fois à la maison avec l'agent. Cette fois pour finaliser le changement de serrure et déposer l'avis de possession. Ce n'était que de la paperasse, mais le moment était parfait. Ils étaient tous rentrés. L'agent a sonné à la porte pendant que j'attendais. L'allée. J'ai vu les rideaux bouger avant que la porte ne grince. Harper a répondu, lunettes de soleil sur le nez, habillée comme si elle était en retard pour un déjeuner auquel elle n'avait pas été invitée. Elle s'est figée en me voyant debout derrière l'agent. « Vous êtes de retour » a-t-elle dit, la bouche pincée. « Non » ai-je dit, je termine juste ce que j'ai commencé. Elle s'est écartée à contre-cœur tandis que nous entrions. L'endroit semblait avoir été réaménagé sans conviction, comme s'ils avaient tenté de le récupérer en déplaçant des oreillers et en allumant de nouvelles bougies, mais rien ne pouvait masquer le vide. Mon absence était visible dans chaque recoin. Meubles manquants, murs vides, pièces désaxées. Belle était dans la cuisine. Elle s'est retournée à mon entrée, le visage soigneusement posé, mais le regard fuyant, incertain. « Je ne pensais pas que vous reviendriez » a-t-elle dit doucement. « Non » ai-je répondu. « Je suis venu pour terminer les choses. » L'agent lui a remis les documents mis à jour, la preuve du changement de serrure, l'avis d'occupation non autorisé, l'acte de propriété mis à jour avec mon contrôle exclusif sur la propriété. Elle le parcourut rapidement, et son expression passa de la confusion à l'incrédulité. « Tu fais vraiment ça ?» ?»« Oui, dis-je. J'en ai vraiment marre. » Elle s'avança, les bras croisés. Je cherchais les miens. On souffrait. On a fait une erreur. Tu vas tout gâcher. J'inclinai la tête. Belle, tu m'as mise dehors. Tu as changé les serrures. Tu as mis un mot sur la porte comme si j'étais un livreur. Que pensais-tu qu'il allait se passer? Que j'attendrais dehors que tu sentes que j'avais compris ma leçon. Sa voix tremblait. J'avais peur. Ils avaient peur. On pensait que tu allais nous abandonner. Tu m'as poussé dehors parce que j'avais demandé de l'aide, dis-je. Ce n'est pas de la peur. C'est du rouge à lèvres. Noël entra alors, les bras croisés, la voix tremblante. Tu déchires cette famille. Je me tournai vers elle, d'un ton égal. Cette famille s'est effondrée dès l'instant où l'amour est devenu conditionnel au silence. Dès l'instant où le respect a été remplacé par des attentes que je n'avais jamais le droit de remettre en question. Simone entra derrière elle en levant les yeux au ciel. Et alors? C'est toi la victime maintenant? Tu veux des applaudissements pour être basique, pour payer les factures? C'est littéralement ce que font les hommes. J'ai ri, pas amèrement, mais sincèrement. Tu as raison. Je payais les factures, je conduisais, je faisais les courses, je réparais les choses,
je payais les courses et je m'occupais de tout le monde. Et quand j'ai finalement dit que c'était trop, vous avez tous décidé que j'étais moins viril. Vous ne vouliez pas de mari. Vous vouliez un investisseur sans capital. Le silence se fit. Même Simone parut abasourdie un instant. Harper, qui se tenait silencieusement les bras croisés, prit enfin la parole. Tu aurais pu nous parler avant de faire toutes ces démarches juridiques. Je l'ai fait, je l'ai répété à plusieurs reprises. Je me suis assis à cette même table et je t'ai dit que j'avais besoin d'aide. Tu as appelé ça des plaintes. Tu m'as dit d'apprendre l'humilité. Eh bien, je l'ai fait. Et j'ai aussi appris autre chose. Le silence n'est pas la force. C'est la reddition. Et j'en ai fini avec la reddition. Belle s'avança de nouveau, plus doucement cette fois. Et maintenant, dis-je en regardant autour de moi une dernière fois. Maintenant, je pars. Tu réfléchis à la suite. Tu as 5 jours pour quitter les lieux ou répondre en justice. Après, place au tribunal. Mais je ne te poursuivrai pas. Je ne te sauverai pas. Je ne porterai pas ce qui ne m'appartient pas. Elle cligna rapidement des yeux. Tu ne nous donneras vraiment pas une autre chance? Non, dis-je simplement. Parce que je t'en ai déjà trop donné. Je me tournai vers l'agent. On en a fini. En sortant, Réel m'interpella. Ce n'est pas l'homme que j'ai épousé. Je m'arrêtai à la porte et me tournai légèrement. Tu as raison, dis-je. Cet homme t'aurait laissé continuer à prendre. Celui-là a appris à arrêter les saignements pour ceux qui appellent ça de la faiblesse lorsqu'il demandait un pansement. Et sur ce, je sortis. L'air était vif, léger, léger. Derrière moi, la maison se dressait comme une coquille, résonnant d'une vérité qu'ils avaient trop longtemps évitée. L'homme qui tenait le coup avait fini par lâcher prise. Et rien ne les effrayait plus que le silence qu'il laissait derrière lui. La première chose que j'ai remarquée dans le nouvel appartement, c'était le silence, mais pas celui qui pesait comme la culpabilité ou planait comme un jugement. Ce silence était pur, net. Il ne me demandait rien. Pas de voix me demandant d'aller chercher du lait d'avoine ou de payer l'addition d'un brunch en groupe. Pas de léger claquement d'ongles en acrylique sur les plans de travail. Pas de dispute à propos de la fumée d'encens qui enveloppait le couloir. Il était juste à moi. Pour des murs modestement meublés, une vue sur la ville qui ne criait ni richesse ni pouvoir, juste la paix. Et pour la première fois depuis plus d'1 an, je pouvais respirer. Je n'avais pas beaucoup décoré. Un canapé, un lit, une table, pas de désordre, pas de piles de sacs de courses entassés contre les murs. Tout dans l'appartement avait une utilité. Comme moi, j'ai passé les premières semaines à faire ce que la plupart des gens tiennent pour acquis, préparer des plats que j'aimais vraiment. M'asseoir pour manger sans bruit de fond ni tension. Je me suis couché en sachant que la facture d'eau ne servirait pas à des bains thérapeutiques d'1 heure et que les lumières que j'avais éteintes le soir seraient toujours respectées le matin. J'ai ouvert mon application bancaire et je n'ai ressenti aucune appréhension. Mon crédit se rétablissait. Mes économies se reconstituaient lentement. À mon époque, mon temps précieux et irremplaçable m'appartenait à nouveau. Jonah est passé un soir avec des plats à emporter. Il est entré, a regardé autour de lui et a dit « Cet endroit te ressemble ». J'ai hoché la tête. Ce n'était pas encore grand-chose, mais ce n'était pas nécessaire. C'était un début, une réinitialisation en douceur. Le genre de situation qui ne s'annonce pas bruyamment, mais qui parle à travers la façon dont on ne sursaute plus quand son téléphone sonne. Nous étions assis sur le balcon, les jambes en l'air, à regarder le soleil ramper derrière des immeubles dont nous ignorions le nom. Il m'a tendu une bière et m'a dit « Alors, comment va le calme ?» J'ai pris une gorgée et j'ai souri comme une bonne thérapeute. Mal à l'aise au début, mais ça m'apprend des choses. Il a ri. Tu es un moine à part entière, maintenant. J'ai haussé les épaules. Peut-être. Ou peut-être que j'apprends simplement à exister sans m'excuser constamment d'avoir besoin de respect. Il n'y avait pas de nouveau texto de Belle. Pas de paragraphe colérique, pas d'excuses tardives. Elle avait envoyé un long message 2 semaines après la confrontation finale. Il avait commencé par son habituelle introduction en douceur. J'ai beaucoup réfléchi. Puis sont venues les excuses, les souvenirs, les rires nocturnes, les rêves que nous avions fait autrefois de fonder une famille. Elle a dit que la maison semblait vide maintenant, que ses sœurs étaient dispersées, que les choses n'étaient plus comme avant. Simone avait emménagé chez une amie.
Harper était chez un cousin à l'autre bout de la ville. Noël, apparemment, sautillait d'un canapé à l'autre. Belle était retournée chez ses parents, ce qu'elle avait juré de ne jamais faire. Elle a terminé son message par « Je vois les choses différemment maintenant. J'aimerais parler, peut-être reconstruire. S'il y a une part de toi qui se souvient encore de ce que nous avons vécu, s'il te plaît, ne laisse pas ça finir comme ça. » Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Certaines choses se terminent sans artifice ni cri. Parfois, elles arrivent en silence. Un choix de ne pas répondre à un message. Un moment où l'on ne regarde pas en arrière, même quand on est tenté. De plus, je n'étais plus seul. Jonah m'avait présenté quelqu'un. Talia. Nous nous sommes rencontrés autour d'un café. Pas un rendez-vous, juste une conversation. Elle était douce, sûre d'elle, débordante d'une force tranquille qui n'avait pas besoin de faire ses preuves. Nous avons parlé de tout, sauf de la douleur. Non pas pour l'éviter, mais parce que nous étions plus que ce que nous avions survécu. Elle posait des questions. Elle écoutait sans réfléchir. Elle n'a pas bronché quand j'ai évoqué le divorce. Elle a simplement hoché la tête et a dit, ça a dû être dur. C'était la première fois que je me sentais considéré, pas étudié. Nous n'avons rien précipité. Je n'étais pas pressé de remplacer ce que j'avais perdu. En fait, je ne voyais pas Talia comme un substitut à quoi que ce soit. Elle était son propre moment. Et je ne l'ai pas comparée à Belle, car la comparaison n'avait aucun sens. Belle était un chaos enveloppé de charme. Talia était présente, simple, enracinée, entière. Elle est venue une fois, a vu mon appartement presque vide et a dit, c'est paisible ici. J'ai souri. C'est le but. Et quand elle est partie ce soir-là, elle n'a pas demandé quand elle me reverrait. Elle espérait que je la contacterais. Elle ne s'est pas accrochée. Elle n'a pas performé. Elle n'avait pas besoin d'être sauvée. Plus je lui parlais, plus je réalisais à quel point mon mariage était une question de performance, moi qui subvenais aux besoins, la force, la réparation, et combien souvent je laissais l'amour devenir une transaction, un travail, un rôle dont je ne pouvais me défaire. Maintenant, j'avais la liberté, et je l'utilisais pour construire quelque chose de plus lent, de plus calme, de plus fort. La nouvelle s'est répandue, bien sûr. Des amis communs ont commencé à me donner de petites nouvelles de Belle et de ses sœurs. Je n'ai jamais demandé, mais les histoires m'ont trouvé. L'électricité avait été coupée dans la maison une semaine après le dernier avis de décès. Aucun d'eux ne savait comment remettre le disjoncteur en marche. Le propriétaire d'un accent grave côté m'a dit qu'ils utilisaient des bougies et des lampes de poche pendant un temps, jusqu'à ce que Belle retourne chez ses parents. Harper a essayé de louer un studio, mais n'a pas réussi. Pas de revenus, mauvais crédit. Simone s'est disputée avec une amie et a dû faire du couchsurfing. Noël, a-t-on dit, a lancé un site, OnlyFans, pour s'autonomiser financièrement. Je n'ai pas ri. Je ne me suis pas réjoui. Je me sentais détaché, pas amère, juste distante, comme si je regardais les personnages d'un livre que j'avais déjà terminé. Une amie m'a dit que Belle suivait une thérapie, qu'elle travaillait sur ses schémas d'auto-sabotage, qu'elle voulait renouer avec elle. Mais j'avais fait la paix avec la version de moi-même qui avait soif de son approbation. Cet homme était fatigué. Il s'était donné à fond pour des gens qui ne valorisaient pas l'effort, sauf s'il s'accompagnait d'un sol nul et sans condition. Je ne cherchais plus les applaudissements. Je cherchais la paix. Et dans mon appartement, avec ses murs nus et tout, je l'avais. J'ai aussi commencé une thérapie. Non pas parce que j'étais brisé, mais parce que je voulais m'assurer de ne jamais retomber dans ce silence qui me laissait prendre pour un paillasson. Je voulais protéger l'homme que je devenais. L'homme qui fixait des limites sans broncher. L'homme pour qui l'estime de soi n'était pas synonyme d'utilité. Il y a une sorte de clarté qui s'installe quand le bruit s'estompe. Quand les opinions s'estompent, quand la maison que l'on a payée devient le problème de quelqu'un d'autre et qu'on cesse d'avoir besoin d'être la solution au chaos des autres. Cette clarté, c'est ce qu'aurait dû être l'amour. Et je n'allais plus me contenter de moi. Le message est arrivé tard un dimanche soir, vers 23h37. La lumière de mon téléphone éclairait la table de chevet à côté de mon lit. Je ne dormais pas. J'étais assis dans le silence, sirotant du thé, en repensant au calme de la vie. Talia était partie 1 heure plus tôt. Son rire résonnait encore dans le couloir lorsqu'elle m'a fait signe d'au revoir. Son au revoir ne m'a pas fait mal. Il n'y avait aucune question.
C'était comme un souffle, pas un fardeau. Mais ce message ne venait pas d'elle. Réel, j'ai pensé à tout ce qui te concernait, à nous. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que nous l'avons fait. Je ne m'en suis juste pas rendu compte à temps. Je le vois maintenant. Je vois tout ce que tu portais en moi et combien je ne l'appréciais pas. J'avais tort. Nous avions tous tort. Il y eut un silence avant que la deuxième bulle n'éclate. Belle, si tu as encore une place pour moi dans ton cœur, si c'est la moindre chance, pouvons-nous parler? Tu me manques. Nous nous manquons. S'il te plaît, fais que ce ne soit pas la fin. Je fixai le message, ni en colère, ni surprise, juste immobile. Cela faisait des mois que je n'avais pas vu son visage, et pendant ce temps, j'avais épluché des couches de moi-même dont je ne savais même pas qu'elles s'étaient durcies. Cette maison, cette vie, ces disputes. J'y avais survécu, certes, mais je les avais aussi dépassées. C'est étrange le pouvoir du silence. Quand on y entre pour la première fois, on a l'impression d'une punition, d'un vide. Mais avec le temps, c'est devenu tout autre chose. C'est devenu un sanctuaire. Et je m'en étais construit un dans chaque petit choix depuis le jour où j'étais sorti de cette maison. Je trouvais la paix dans les matins lents, en choisissant ce que je mangeais, en évitant de consulter mon compte en banque la mâchoire serrée. Je trouvais de la force dans le quotidien. Faire les courses seul, réparer mon évier, plier le linge à minuit sans que personne ne soupire que je ne faisais pas bien. Ce n'était pas glamour, mais c'était le mien. Le message de Belle, aussi sincère soit-il, n'était pas une clé pour revenir. C'était un miroir. Un dernier reflet de l'homme que j'étais. Celui qui tolérait qu'on parle par-dessus, qu'on l'ignore, qu'on l'utilise et qu'on le traite d'égoïste pour avoir osé s'exprimer. Elle regrettait la version de moi qui privilégiait son confort à ma propre lucidité. Cet homme était parti. Et je ne l'ai pas pleuré. Je l'ai honoré en le laissant reposer. Je n'ai pas répondu à son message. Je n'en avais pas besoin. La fin ne vient pas toujours de la confrontation ou des excuses. Parfois, il suffit de prendre la décision discrète de ne pas revenir en arrière. Je me souviens du jour où, debout sur le porche, j'ai lu son mot manuscrit me demandant de réfléchir à mes actes. Sur le moment, ça m'a blessé. Ça m'a humilié, mais maintenant je percevais l'ironie. Elle le voulait comme une punition. Mais ce fut le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Car en y réfléchissant vraiment, je ne voyais pas un homme qui avait trahi sa famille. J'ai vu un homme trahi par des gens qui croyaient que l'amour signifiait une servitude inconditionnelle. Et quand je suis finalement parti, je n'ai pas simplement quitté la maison. J'ai quitté la version de moi qui pensait que l'amour signifiait tolérer le manque de respect. J'ai quitté l'idée que ma valeur était liée à mon portefeuille. J'ai quitté le silence. Talia ne m'a jamais demandé de lui arranger quoi que ce soit. Elle ne m'a jamais donné l'impression que je lui devais la paix. Elle apportait la sienne. Quand elle riait, ce n'était pas pour cacher l'attention. Quand elle parlait, ce n'était pas pour dominer ou contrôler. Être en sa présence ne ressemblait pas à une audition. C'était comme arriver. Un soir, alors que nous marchions en ville après le dîner, elle a levé les yeux vers moi et m'a dit, « Tu te comportes comme quelqu'un qui a été brûlé, mais qui a appris à utiliser le feu. » Je n'ai pas réagi tout de suite. J'ai juste souri et laissé ces mots reposer. Elle ne me voyait pas comme quelqu'un dont on avait besoin, mais comme celui que j'avais choisi de devenir. Je ne sais pas où les choses nous mèneront. Je n'ai pas besoin de savoir. Ce que je sais, c'est ceci, je me suis choisi. Non pas par dépit, ni par amertume, mais avec clarté. J'ai cessé de demander à être inclus aux tables que je payais. J'ai arrêté de performer. J'ai arrêté de me sacrifier pour ceux qui considéraient mes efforts comme attendus plutôt qu'extraordinaires. L'homme qui était autrefois le seul à travailler, le seul à donner, le seul à être exclu des conversations chez lui. Cet homme a construit une nouvelle vie, brique après brique, silencieusement. Et cette fois, le fondement, c'était le respect. J'ai toujours ce mot que Belle a laissé sur la porte, plié dans un tiroir. Je le garde non pas par sentimentalité, mais pour me rappeler que ce moment ne m'a pas brisé. Cela m'a fait découvrir qui j'étais et j'ai aimé ce que j'ai vu.